La musique, dit Marmontel, est le seul des talents qui jouissent de lui-même. Tous les autres veulent des témoins. Il confond ici le plaisir d'entendre des sons agréables avec la puissance de les créer. Pas plus qu'aucun autre talent, la musique n'est capable de donner une complète jouissance s'il n'y a pas une seconde personne pour en apprécier l'exécution. Et cette puissance de produire des effets dont on jouisse pleinement dans la solitude ne lui est pas particulière. Elle est commune à tous les autres talents. L'idée que le conteur n'a pas pu concevoir clairement est sans doute l'idée très soutenable que la musique du style le plus élevé est la plus complètement sentie quand nous sommes absolument seuls. La proposition sous cette forme sera admise du premier coup par ceux qui aiment la lyre, pour l'amour de la lyre et pour ses avantages spirituels. Mais il est un plaisir toujours à la portée de l'humanité déchue, et c'est peut-être l'unique, qui doit même plus que la musique à la sensation accessoire de l'isolement. Je veux parler du bonheur éprouvé dans la contemplation d'une scène de la nature. En vérité, l'homme qui veut contempler en face la gloire de Dieu sur la terre doit contempler cette gloire dans la solitude. Pour moi, du moins, la présence non pas de la vie humaine seulement, mais de la vie sous toute autre forme que celle des êtres verdoyants qui croissent sur le sol et qui sont sans voix, est un opprobre pour le paysage. Elle est en guerre avec le génie de la scène. Oui, vraiment, j'aime à contempler les sombres vallées et les roches grisâtres, et les eaux qui sourient silencieusement, et les forêts qui soupirent dans des sommeils anxieux, et les orgueilleuses et vigilantes montagnes qui regardent tout d'en haut. Ce fut dans un de mes voyages solitaires, dans une région fort lointaine, que je tombai sur certains petits ruisseaux avec une île. J'y arrivai soudainement dans un mois de juin, le mois du feuillage, et je me jetai sur le sol, sous les branches d'un arbuste odorant qui m'était inconnu, de manière à m'assoupir en contemplant le tableau. Je sentis que je ne pourrais le bien voir que de cette façon, tant il portait le caractère d'une vision. De tous côtés, excepté à l'ouest où le soleil allait bientôt plonger, s'élevaient des murailles verdoyantes de la forêt. La petite rivière qui faisait un brusque coude semblait ne pouvoir pas s'échapper de sa prison. Mais on eût dit qu'elle était absorbée vers l'est par la verdure profonde des arbres. Et du côté opposé, tombait dans la vallée, sans intermédiaire et sans bruit, une splendide cascade or et pourpre, vomie par les fontaines. À peu près au centre de l'étroite perspective qu'embrassait mon regard visionnaire, une petite île circulaire, magnifiquement verdoyante, reposait sur le sein du ruisseau. Ma position me permettait d'embrasser d'un seul coup d'œil les deux extrémités est et ouest de l'îlot, et j'observais dans leurs aspects une différence singulièrement marquée. L'ouest était tout un radieux harem de beauté de jardin. Il s'embrasait, rougissait sous l'œil oblique du soleil et souriait extatiquement par toutes ses fleurs. Le gazon était court, élastique, odorant et parsemé d'asphodèles. Les arbres étaient souples, gais, droits, brillants, sveltes et gracieux, orientaux par la forme et le feuillage, avec une écorce polie, luisante et versicolore. On eût dit qu'un sentiment profond de vie et de joie circulait partout. Et quoique les cieux ne soufflassent aucune brise, tout cependant semblait agité par d'innombrables papillons qu'on aurait pu prendre
pour des tulipes ailées. L'autre côté, le côté est de l'île, était submergé dans l'ombre la plus noire. Là, une mélancolie sombre mais pleine de calme et de beauté enveloppait toute chose. Les arbres étaient d'une couleur noirâtre, lugubres de forme et d'attitude, se tordant en spectres moroses et solennels, traduisant des idées de chagrin mortel et de mort prématurée. Là s'élevaient, éparpillés, plusieurs petits monticules maussades, bas, étroits, pas très longs, qui avaient des airs de tombeau mais qui n'en étaient pas. L'ombre des arbres tombait pesamment sur l'eau et semblait s'y ensevelir, imprégnant de ténèbres les profondeurs de l'élément. Je m'imaginais que chaque ombre, à mesure que le soleil descendait plus bas, toujours plus bas, se séparait à regret du tronc qui lui avait donné naissance et était absorbée par le ruisseau, pendant que d'autres ombres naissaient à chaque instant des arbres, prenant la place de leurs aînés défuntes. Cette idée, une fois qu'elle se fut emparée de mon imagination, l'excita fortement, et je me perdis immédiatement en rêverie. Si jamais il fut enchanté, me disais-je, celle-ci l'est, bien sûr. C'est le rendez-vous des quelques gracieuses fées qui ont survécu à la destruction de leur race. Ces vertes tombes sont-elles les leurs? Rendent-elles leur douce vie de la même façon que l'humanité? Ou plutôt leur mort n'est-elle pas une espèce de dépérissement mélancolique? Rendent-elles à Dieu leur existence petit à petit, épuisant lentement leur substance jusqu'à la mort, comme ces arbres rendent leurs ombres l'une après l'autre? Ce que l'arbre qui s'épuise est à l'eau qui en boit l'ombre et devient plus noire de la proie qu'elle avale. La vie de la fée ne pourrait-elle pas bien être la même chose à la mort qui l'engloutit? Comme je rêvais ainsi, il me sembla que la figure d'une de ces mêmes fées dont j'avais rêvé, se détachant de la partie lumineuse et occidentale de l'île, s'avançait lentement vers les ténèbres. Elle se tenait droite sur un canot singulièrement fragile et le mouvait avec un fantôme d'aviron. Tant qu'elle fut sous l'influence des beaux rayons attardés, son attitude parut traduire la joie. Mais le chagrin altéra sa physionomie quand elle passa dans la région de l'ombre. Lentement, elle glissa tout le long, fit peu à peu le tour de l'île et rentra dans la région de la lumière. La révolution qui vient d'être accomplie par la fée, continuai-je, toujours rêvant, est le cycle d'une brève année de sa vie. Elle a traversé son hiver et son été. Elle s'est rapprochée de la mort d'une année, car j'ai bien vu que quand elle entrait dans l'obscurité, son ombre se détachait d'elle et était engloutie par l'eau sombre, rendant sa noirceur encore plus noire. Et de nouveau le petit bateau apparut, avec la fée. Mais dans son attitude, il y avait plus de soucis et d'indécision, et moins d'élastique allégresse. Elle navigua de nouveau de la lumière vers l'obscurité, qui s'approfondissait à chaque minute, et de nouveau, son ombre se détachant, tomba dans l'ébène liquide et fut absorbée par les ténèbres. Et plusieurs fois encore, elle fit le circuit de l'île pendant que le soleil se précipitait vers son lit. Et à chaque fois qu'elle émergeait dans la lumière, il y avait plus de chagrin dans sa personne, et elle devenait plus faible et plus abattue et plus indistincte. Et à chaque fois qu'elle passait dans l'obscurité, il se détachait d'elle un spectre plus obscur qui était submergé par une ombre plus noire. Mais à la fin, quand le soleil eut totalement disparu, la fée, maintenant pur fantôme d'elle-même, entra avec son bateau, pauvre, inconsolable, dans la région du fleuve d'ébène. Et si elle en sortit jamais,
je ne puis le dire, car les ténèbres tombèrent sur toute chose, et je ne vis plus son enchanteresse figure.